Lorsque la CETM reçoit un verdict, elle a à ce moment-là certains délais à respecter pour fixer la première audience. Lorsque le tribunal judiciaire n'a pas rendu de décision portant sur la libération ou la détention de l'accusé, la CETM doit alors fixer l'audience dans les 45 jours du prononcé du verdict. Le même délai est applicable dans le cas où un accusé est reconnu non responsable criminellement et a été déclaré à haut risque. À ce moment, le délai va courir à compter du prononcé de la déclaration par la Cour de juridiction criminelle. Si le tribunal ou la Cour de juridiction criminelle rend une décision de détention ou de libération conditionnelle, à ce moment, la commission d'examen a un délai de 90 jours pour fixer l'audience à compter du prononcé du verdict. La Cour de juridiction criminelle pourrait, lorsqu'il existe des circonstances exceptionnelles le justifiant, fixer tout autre délai, mais qui ne devra pas dépasser un délai maximal de 90 jours. Donc, lorsqu'il y a fixation d'une première audience, par la suite, la commission d'examen doit revoir un accusé à chaque année, tant et aussi longtemps qu'il n'a pas été libéré inconditionnellement ou qu'il n'a pas été déclaré apte à subir son procès, et il doit à ce moment rencontrer l'accusé au maximum dans les 12 mois qui suivent l'audience tenue précédemment. Toutefois, ce délai peut être prorogé jusqu'à un maximum de 24 mois après la décision ou sa révision dans les cas suivants. Lorsque l'accusé est représenté par un avocat et le procureur général y consentent, ou lorsque la CETM est convaincue que l'état de l'accusé jugé non responsable criminellement relativement à une infraction grave contre la personne ne s'améliorera probablement pas et que la détention demeure pendant la période de prolongation. Une infraction grave contre la personne est définie au Code criminel à l'article 672.81, paragraphe 1.3. Il s'agit soit d'un acte criminel qui met en cause soit la violence ou la tentative d'utiliser la violence contre une autre personne, soit un comportement qui met un risque de mettre en danger la vie ou la sécurité d'une autre personne ou qui inflige ou risque d'infliger des dommages psychologiques graves à une autre personne, ou, dans un autre cas, lorsqu'il y a un acte criminel d'ordre sexuel qui est identifié dans l'article lui-même. Le délai peut être prorogé à 36 mois dans le cas d'un accusé à haut risque lorsque les conditions suivantes sont présentes, soit que l'accusé, représenté par avocat et le procureur général y consentent, ou lorsque la commission d'examen des troubles mentaux est convaincue que l'état de l'accusé ne s'améliorera probablement pas et que sa détention demeure nécessaire pendant la période de prolongation. Avant la date fixée pour la révision annuelle du cas de l'accusé, il est possible que la CETM tienne une autre audience sur demande d'une partie ou de sa propre initiative dans les cas suivants. Un premier cas est à la demande de l'hôpital. Le responsable d'un hôpital désigné peut demander à la CETM de tenir une nouvelle audience lorsqu'il a procédé, en vertu d'une délégation de pouvoir, à un resserrement important de la liberté d'un accusé en l'hospitalisant contre son gré pour une période de plus de 7 jours. Ou encore, il peut demander la révision de la dernière décision rendue par la CETM qui ordonnait la libération conditionnelle de l'accusé ou sa détention en raison d'un changement survenu dans la situation de l'accusé. La demande de révision doit être écrite et transmise à la CETM avec avis aux autres parties et doit préciser les raisons la justifiant, incluant tout changement de situation chez l'accusé. Sur réception de cette demande, la CETM doit tenir une audience le plus tôt possible. Un autre cas est le cas du double statut, c'est-à-dire que la CETM doit tenir une audience dès que possible après avoir été avisé qu'un accusé qui fait l'objet d'une décision de détention qu'elle-même a rendue,
s'est vu entre-temps imposer une peine d'emprisonnement par une cour de juridiction criminelle à l'égard d'une autre infraction criminelle. En attendant la nouvelle décision de la CETM, la peine infligée par la cour de juridiction criminelle prévaut. Et lors de l'audience tenue par la CETM, celle-ci devra alors décider dans quel milieu l'accusé devra être détenu, à l'hôpital ou en milieu carcéral. La CETM émettra alors une ordonnance de placement. Un troisième cas de révision est lorsqu'il y a prononcé d'une ordonnance intérimaire. Alors, un accusé qui a contrevenu ou omis de se conformer à une condition d'une décision de la CETM pourrait être arrêté et amené devant un juge de paix qui, s'il est convaincu qu'il existe des motifs raisonnables de croire que l'accusé a contrevenu ou omis de se conformer à la décision, peut rendre une ordonnance qu'il estime nécessaire dans les circonstances et le retourner devant la CETM. C'est ce que nous appelons une ordonnance intérimaire. Après le prononcé de l'ordonnance, la Cour de juridiction criminelle en remet une copie à la CETM qui doit alors tenir une audience dès que possible après sa réception. Finalement, les derniers cas de révision seraient soit à la demande de l'accusé ou de toute autre partie, et à ce moment-là, ils vont devoir également faire une demande écrite et motivée, et la CETM aura la latitude d'y donner suite ou non. La CETM pourrait également tenir une audience de sa propre initiative. Regardons maintenant de façon plus concrète comment se passe une audience à la CETM. La CETM agit toujours lors d'audiences tenues conformément aux dispositions du Code criminel après convocation des parties. Une décision ne peut être modifiée ou révisée que lors d'une nouvelle audience, sauf si la décision est entachée d'une erreur matérielle ou d'écriture. Cette dernière pourra alors être rectifiée sur dossier et transmise aux parties. Une irrégularité procédurale ne porte pas atteinte à la validité des procédures, sauf en cas de préjudice sérieux porté à l'accusé, selon l'article 672.53 du Code criminel. L'audience tenue devant la CETM est publique. Elle peut être aussi informelle que possible, compte tenu des circonstances propres à chacune. L'absence de formalisme ne signifie pas familiarité, désordre ou manque de respect. Comme devant toute autre cour, toute personne présente, accusée, psychiatre, membre de l'équipe, avocat, des parties doit adopter une attitude respectueuse, utiliser un langage approprié dont le vouvoiement et se vêtir convenablement. Par ailleurs, la CETM peut ordonner qu'une audience se tienne en totalité ou en partie à huis clos si elle considère qu'il en va de l'intérêt de l'accusé et que cela n'est pas contraire à l'intérêt public tel que prévu à l'article 672.5 du Code criminel. Également, la CETM peut, lorsque les circonstances le justifient, rendre une ordonnance de non-publication ou de non-diffusion pour protéger l'identité des victimes ou des témoins. Nous y reviendrons un peu plus loin. Les audiences se tiennent généralement à l'endroit où l'accusé est détenu ou suivi, soit dans un hôpital désigné par le ministre de la Santé et des Services sociaux par arrêté ministériel. Au Québec, il y a 50 hôpitaux désignés. Vous trouverez l'arrêté ministériel qui désigne les hôpitaux responsables de la garde, du traitement ou de l'évaluation des accusés en application du Code criminel et de la loi sur le système de justice pénale pour les adolescents sur le site Internet du Tribunal administratif du Québec. Cette façon de procéder a été adoptée afin de faciliter la présence de l'accusé détenu et celle du personnel clinique et hospitalier. Il n'y a toutefois aucune obligation de procéder ainsi. La CETM pourrait décider de tenir l'audience ailleurs, notamment dans une salle d'audience du Tribunal administratif du Québec, à Québec ou à Montréal, ou encore dans un centre de détention. Par ailleurs, l'audience peut aussi se tenir par visio-audience.
Cette procédure, exceptionnelle, est utilisée dans le cas d'urgence ou lorsque des raisons logistiques permettent difficilement de tenir l'audience à l'endroit où l'accusé est détenu ou suivi. Pour pouvoir procéder ainsi, il doit y avoir absence de contre-indication médicale et l'accusé doit y consentir. L'audience est tenue en présence de 3 membres, dont obligatoirement un avocat désigné par le président de la CETM et connu sous le titre de président délégué. S'y ajoute également un psychiatre. Le 3e membre est en général travailleur social ou psychologue. Il pourrait également être avocat, psychiatre ou médecin. Dans certains cas exceptionnels, le quorum pourrait être composé de plus de 3 membres. Cette composition du quorum fait en sorte que la CETM a l'expertise voulue pour bien évaluer tous les facteurs juridiques, psychiatriques et psychosociaux que présentent les cas dont elle est saisie. C'est le président délégué qui préside les audiences et les décisions sont prises à la majorité des membres du quorum. À l'ouverture du dossier, la CETM inscrit à titre de partie, de plein droit, le nom de l'accusé et le nom du responsable de l'hôpital désigné. Le procureur général du Québec et le directeur des poursuites criminelles et pénales peuvent être inscrits comme partie seulement s'ils le demandent. Pour toute autre personne, la CETM peut leur accorder le statut de partie si elle possède un intérêt substantiel dans les procédures afin de protéger les intérêts de l'accusé et si la CETM est d'avis que la justice l'exige. La victime n'est pas une partie. Nous allons rediscuter de son statut et de ses droits dans la prochaine section. Voyons d'abord les droits des parties. Tout d'abord, les parties ont le droit de recevoir un avis d'audience. L'avis les informe de la date et du lieu de l'audience. Si l'accusé est un adolescent, la CETM transmet également un avis à ses parents. Deuxièmement, les parties ont le droit d'être représentées par un avocat. Dans le cas d'un accusé inapte à subir son procès, il doit obligatoirement être représenté par un avocat. À défaut, la CETM est tenue de lui en désigner un pour la tenue de l'audience. La CETM peut également désigner un avocat à un accusé lorsque l'intérêt de la justice l'exige, et ce, en vertu de l'article 672.5, alinéa 8 du Code criminel. Un avocat qui représente un accusé doit en informer la CETM et les autres parties par écrit. Il doit faire de même s'il cesse de représenter une partie, et ce, sans délai. Si un accusé décide de changer d'avocat, le nouvel avocat devra notifier une substitution de procureur à l'ancien avocat de l'accusé et la transmettre sans délai à la CETM et aux autres parties. Troisièmement, les parties ont le droit d'être présentes à l'audience. Cependant, le président de l'audience peut permettre à un accusé d'être absent pendant la totalité ou une partie de l'audience, aux conditions qu'il juge appropriées dans les cas suivants, décrits à l'article 672.5, alinéa 10b du Code criminel. Ces conditions sont 1. L'accusé se conduit mal en interrompant les procédures au point qu'il serait difficilement réalisable de les continuer en sa présence. 2. Le président est convaincu que sa présence pourrait mettre en danger la vie et la sécurité d'un tiers ou avoir un effet préjudiciable sur le traitement et la guérison de l'accusé. Et 3. Pour entendre les éléments de preuve, faire des observations oralement ou par écrit, ou contre-interroger les témoins, afin de pouvoir décider des questions visées au paragraphe précédent. Quatrièmement, toujours en ce qui concerne les droits des parties,
celles-ci peuvent présenter des éléments de preuve, faire des observations, appeler des témoins et contre-interroger les témoins des autres parties. Cependant, seule la CETM peut ordonner la présence d'un témoin, et ce en vertu de l'article 672.5 alinéa 12 du Code criminel. Ainsi, si une partie ou son avocat désire émettre une citation à comparaître à un témoin pour l'obliger à se présenter devant la CETM ou produire un document, elle transmet une demande au secrétariat du TAC. Ce dernier la remettra au président délégué qui signera la citation et la retournera à la partie afin qu'elle puisse la notifier au témoin. Finalement, les parties ont le droit de recevoir la décision contenue au procès-verbal, les motifs de la décision rédigée après l'audience et en appeler de la décision, le cas échéant devant la Cour d'appel. Tel que mentionné précédemment, une victime n'est pas une partie. La notion de victime est définie à l'article 2 du Code criminel. Selon cette définition, pour être reconnue victime, une personne doit démontrer 3 éléments. 1. Une infraction criminelle a été perpétrée contre elle ou contre toute autre personne. 2. Elle a subi des dommages matériels, corporels ou moraux ou des pertes économiques à la suite de la perpétration de cette infraction. Et 3. Les dommages ou pertes subis sont en lien avec l'infraction. La CETM a déjà eu l'occasion de se prononcer dans le cas d'une victime indirecte, dans l'affaire FL contre le responsable du CIUS. Selon les dispositions du Code criminel, la victime a le droit de demander à la CETM de lui transmettre l'avis d'audience et une copie de la décision consignée au procès-verbal de l'audience, d'être avisé de son droit de rédiger une déclaration qui décrit les dommages matériels, corporels ou moraux ou les pertes économiques qui lui ont été causées par la perpétration de l'infraction criminelle ainsi que les répercussions de cette infraction sur elle. Un formulaire a été élaboré par le ministère de la Justice. Nous pouvons le retrouver sur son site Internet sous le titre « Déclaration de la victime ». La CETM demande que la victime lui transmette sa déclaration dès que possible avant l'audience, afin qu'elle puisse en transmettre une copie au directeur des poursuites criminelles et pénales, ainsi qu'à l'accusé et, s'il est représenté par avocat, à ce dernier. La victime a également le droit de lire cette déclaration lors de l'audience, si elle le demande, ou de la présenter de toute autre façon autorisée par la CETM. Sa lecture ou sa présentation pourrait être refusée si la CETM est d'avis que cette mesure nuirait à la bonne administration de la justice. La victime a le droit d'être avisée de son droit de déposer une telle déclaration auprès de la Cour supérieure de juridiction criminelle qui doit réviser une déclaration d'accusé à haut risque. Enfin, la victime a le droit de demander d'être avisée du fait qu'un accusé est libéré inconditionnellement ou sous réserve de conditions et de son lieu de résidence projeté. Pour faire valoir ses droits, la victime devra transmettre un écrit à la CETM dans lequel elle mentionnera l'objet de ses demandes. Sa déclaration est un élément qui sera considéré par les juges administratifs au moment de prendre une décision. Parlons maintenant de la preuve. L'article 672.54 du Code criminel est au cœur même de la compétence de la CETM. Nous allons voir ça dans le prochain module. Cet article n'impose aucun fardeau de preuve à l'une ou l'autre des parties.
il ne crée aucune présomption que l'accusé faisant l'objet d'un verdict de non-responsabilité criminelle représente un risque important pour la sécurité du public. Ainsi, l'accusé n'a pas le fardeau d'établir qu'il ne présente aucune dangerosité. Ces principes ont été repris dans les arrêts récents de la Cour d'appel, JS contre Centre universitaire de santé McGill ou CUSUM, et dans YM contre le directeur du CIUS de l'Est de l'île de Montréal. Même si les parties n'ont aucun fardeau de preuve, dans les faits, lors d'une audience devant la CETM, il est bien établi que le responsable de l'hôpital désigné devra présenter, notamment à travers le témoignage de l'équipe traitante, son opinion et ses recommandations relativement à la situation de l'accusé. Puis, l'accusé sera entendu. Il pourra alors faire valoir ses prétentions par son témoignage et celui de toute autre personne qu'il croit utile. Dans l'éventualité où la CETM considère qu'il lui manque des informations nécessaires pour l'aider dans sa prise de décision, elle a le devoir de demander un complément de preuve et exiger la présence de témoins supplémentaires. Elle a de vastes pouvoirs d'enquête. Elle est investie des pouvoirs des articles 4 et 5 de la Loi des enquêtes 672.43 du Code criminel. Elle peut assigner des témoins, y compris des experts, et les contraindre à témoigner ou à produire des documents. La CETM doit former sa propre opinion. Elle doit disposer de renseignements exacts, indépendants et à jour concernant l'état mental de l'accusé, sur le risque qu'il représente pour la sécurité du public en raison de son état mental et sur ses chances de réadaptation et de réinsertion. La CETM est un tribunal de type inquisitoire, c'est-à-dire que lorsque les parties ne lui fournissent pas suffisamment de renseignements, elle a la responsabilité d'aller chercher tous les éléments de preuve dont elle a besoin pour rendre sa décision. Elle a l'obligation de rechercher et d'évaluer tant les éléments qui justifieraient une restriction de la liberté d'un accusé que ceux qui militeraient en faveur de sa liberté avec ou sans modalité. Elle doit trouver un juste équilibre entre la sécurité du public, qui est le facteur prépondérant, et la liberté d'un individu qui demeure une préoccupation fondamentale. Ces enseignements se retrouvent particulièrement dans les arrêts de principe suivants: Winco, Owen et Mazzei.